Salut! Dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment faire pour passer de la machine d'état se trouvant ici sur notre gauche au logigramme se trouvant à droite de l'écran. Ça passera par plusieurs étapes. Tout d'abord par l'extraction de la table de Huffman représentant notre machine d'état, la synthèse de cette dernière et enfin l'implémentation du circuit une fois qu'on aura obtenu les équations de nos K-maps. Nous commençons avec cette machine d'état qui est composée de 4 états qui sont tout simplement appelés A, B, C et D. Et chaque état est doté d'une sortie Z qui peut valoir 1, 0, 1 ou 0 en fonction de l'état dans lequel on se trouve. La manière dont fonctionne une machine d'état est la suivante. Nous avons deux variables à l'entrée de notre système qui sont tout simplement appelées petit a et petit b, dont les valeurs peuvent changer. En fonction de l'état de ces deux variables, nous allons soit rester dans un même état, soit nous déplacer vers un nouvel état, comme c'est par exemple le cas lorsque nous sommes dans l'état A et que nous changeons les variables du système vers 0, 1. La machine d'état nous informe donc qu'il faut nous déplacer vers le nouvel état B, dont la sortie va aussi changer de l'état 1 vers l'état 0. Nous pouvons représenter cette machine d'état sous la forme d'un tableau qu'on appelle une table de Huffman. Donc c'est la première étape par laquelle on va passer en rapportant chacun de ces états A, B, C et D dans cette table de Huffman. La table de Huffman est constituée à sa droite de la sortie de l'état présent dans lequel nous nous trouvons, état présent qui est indiqué par les intitulés des lignes se trouvant dans la colonne la plus à gauche. Au centre, nous aurons l'ensemble des états dits futurs qui vont nous dire vers quel état nous devons nous déplacer en fonction du changement des variables de système A et B. Pour remplir cette table, il nous suffit de suivre ce qui est indiqué sur la machine d'état. Par exemple, lorsque nous sommes dans l'état présent A, nous restons dans l'état A dans le futur, à l'avenir, lorsque les variables d'entrée du système sont 0, 0 ou 1, 1. Ces états sont dits les états stables, puisque à la fois l'état présent et l'état futur sont identiques. Lorsque les variables d'entrée A et B changent vers 0, 1, la machine d'état nous indique qu'il faut nous déplacer vers l'état futur B, au prochain changement d'état du système. De même, lorsque les variables d'entrée changent à 1, 0, nous devons nous déplacer vers l'état D. De plus, lorsqu'on est dans l'état A, la variable de sortie Z est égale à 1. On peut ainsi continuer à remplir le tableau, cette table de Huffman, en suivant la machine d'état qui se trouve juste à gauche. Ceci étant fait, on peut à présent coder la table d'état, c'est-à-dire attribuer une valeur binaire, un codage binaire, à chacune des valeurs des états afin de pouvoir synthétiser ce système par la suite. Dans le cas présent, nous n'allons pas considérer de contraintes particulières, notamment sur les conditions de course de cette table de Huffman, et donc on va pouvoir prendre un codage assez simple qui indiquera par exemple que l'état A sera codé en 0, 0, l'état B en 0, 1, etc. Utilisant ce codage, on peut dresser une nouvelle table de Huffman, cette fois-ci qui sera codée. Nous voyons ainsi apparaître deux nouveaux éléments qui sont petit y1 et petit y2 qui indiquent l'état présent, tandis que le grand y1 et grand y2 indiquent l'ensemble des états futurs, c'est-à-dire l'intérieur de la table de Huffman. Une fois que notre table de Huffman est codée, nous allons pouvoir la synthétiser en extrayant les K-maps représentant les différents états futurs, c'est-à-dire grand Y1 et grand Y2, ainsi que la sortie du système représentée par la variable Z. Nous allons commencer par les deux variables représentant les états futurs, grand Y1 et grand Y2. Grand Y1, tel que représenté dans notre table de Huffman, représente à chaque fois le premier bit de nos paires de valeurs à l'intérieur de la table de Huffman. Nous allons pouvoir les rapporter
directement à l'intérieur de la Camap. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus ensuite qu'à synthétiser la Camap. Nous pouvons à présent effectuer exactement le même travail pour la fonction y2, mais cette fois-ci en récupérant le deuxième bit de chacune de nos valeurs indiquant les états futurs à l'intérieur de la table de Huffman. Il nous reste à présent à réaliser la Camap de la variable z. Cette dernière est un petit peu plus particulière. Elle demande quelques étapes avant de pouvoir la construire afin que nous puissions la synthétiser. La première étape va consister à rapporter la valeur de la sortie dans chacune des cases correspondant à un état stable de la table de Huffman. Par exemple, nous aurons pour la première case ici en haut à gauche, c'est-à-dire petit y1, petit y2 égale à 0, 0 et AB égale 0, 0, la valeur de la sortie qui va rapporter à l'intérieur de la Camap, c'est-à-dire la valeur ici 1. De même, l'autre état stable pour le même état présent 0, 0 reçoit lui aussi la valeur 1. Dans la deuxième ligne de la table de Huffman, c'est-à-dire l'état présent 0, 1, nous avons à nouveau deux états stables dans les colonnes 0, 1 et les colonnes 1, 0, qui reçoivent le même état stable, c'est-à-dire 0 et 0. Une fois que les états stables sont remplis à l'intérieur de la Camap, on peut passer à la valeur de la sortie pour les transitions de la table de Huffman. Par exemple, nous avons la case de la ligne, c'est-à-dire l'état présent 0, 0 pour la colonne 0, 1, la valeur des variables a et b 0, 1, qui nous envoie vers un nouvel état, qui nous envoie une ligne plus bas. Pour arriver à déterminer quelle va être la valeur de la sortie de cette transition, nous devons regarder la valeur de la sortie de l'état de départ ainsi que l'état d'arrivée. À l'aide du tableau suivant, nous pouvons déterminer quelle va être la valeur de la transition en fonction de l'état du départ et de l'arrivée. Si nous avons la même sortie au départ et à l'arrivée, nous devrons maintenir cette valeur de sortie lors de la transition afin d'éviter un glitch dans le système. Cependant, si nous avons un état différent entre le départ et l'arrivée, nous pouvons mettre n'importe quelle valeur pour la transition, puisque de toute façon la sortie va changer entre le départ et l'arrivée, et elle peut tout à fait changer au milieu de la transition, ça ne pose pas de problème, il n'y aura pas de glitch ici dans le système. Et donc on va remplacer la valeur de la sortie pour cette transition par une valeur de don't care, indiquée ici par un simple tiret. Reprenons par exemple cette case-ci que j'entoure en vert. L'état de départ qui passera par cette transition se trouve forcément sur la même ligne, c'est-à-dire sur le même état présent, mais pour des valeurs de variables d'entrée différentes. Par exemple, prenons la case stable se trouvant juste à côté. Cette case sera notre départ. Nous allons ensuite changer les variables à l'entrée du système pour qu'elles passent de 0, 0 à 0, 1, afin de nous déplacer dans la colonne où se trouve la transition. Cette transition nous indique ensuite que l'état futur se trouve non plus en 0, 0, mais en 0, 1, c'est-à-dire une ligne plus bas. Et cette nouvelle case, qui est un état stable, puisque l'état futur est égal à l'état présent, est l'arrivée de notre petit voyage. Au départ, nous avions une sortie qui est égale à 1, tandis qu'à l'arrivée, nous avons une sortie qui vaut 0. Nous nous trouvons donc dans la dernière ligne de notre tableau, c'est-à-dire que la valeur de la transition peut être fixée à don't care. Et c'est cette valeur qu'on va rapporter à l'intérieur de la Camap. On peut ensuite procéder de la même façon pour toutes les autres transitions, mais certaines transitions sont parfois plus particulières que d'autres. Par exemple, si nous avons plusieurs transitions qui s'enchaînent, c'est-à-dire avoir plusieurs états instables entre deux états stables de départ et d'arrivée, nous ne pouvons avoir au plus qu'un seul don't care sur toute la chaîne de transition. C'est-à-dire que les transitions proches du départ ou de l'arrivée devront maintenir la valeur de la sortie du départ ou de l'arrivée, et que au plus l'une de ces transitions pourra prendre une valeur de don't care. Regardons par exemple ce qui se passe au niveau de cette transition particulière que je vais entourer cette fois-ci en orange. Si nous partons d'un état stable
se trouvant sur le même état présent, nous voyons qu'un changement des variables ici en entrée passant de 0,1 à 0,0 nous demande de nous envoyer vers un nouvel état futur qui se trouve sur la dernière ligne de la table de Huffman, c'est-à-dire en 1,0. Cette petite case est malheureusement, elle aussi, un état instable, c'est-à-dire une transition, puisque l'état futur est différent de l'état présent. Et l'état futur nous demande non pas de rester en 1,0, mais nous renvoie vers encore une autre ligne de la table de Huffman, c'est-à-dire la toute première qui, elle, sera bien un état stable, puisque cette fois-ci, l'état futur à l'intérieur de la table de Huffman est égal à l'état présent se trouvant dans l'intitulé de la ligne dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons ici un état de départ dont la sortie vaut 0, et un état d'arrivée dont la sortie vaut 1. Cela veut donc dire que nous nous trouvons, a priori, dans la troisième ligne de notre tableau de correspondance devant indiquer la valeur de la sortie de la transition. Cependant, nous avons deux transitions entre le départ et l'arrivée. Cela veut donc dire que, au plus, l'une de ces deux transitions pourra prendre une valeur de don't care et les autres devront rester à l'état soit du départ, soit de l'arrivée. Alors la stratégie à ce stade-ci sera d'essayer de placer le don't care à un endroit stratégique à l'intérieur de la K-map afin de pouvoir maximiser la taille des n-cubes. Et donc il est généralement plus intéressant de laisser ces multiples transitions qui s'enchaînent pour la fin du remplissage de la K-map afin de pouvoir le placer de façon la plus intelligente possible. Dans notre cas, on peut voir une fois qu'on a rempli la K-map que de toute façon ça ne change rien. Et donc on va d'abord placer le don't care sur la deuxième transition, par exemple, et placer alors le maintien de la valeur de la sortie sur la première transition, c'est-à-dire maintenir la valeur du départ et fixer la sortie de la transition à 0. Ainsi, à nouveau, on évite d'avoir un problème de glitch lors de la transition de notre système, puisque si nous avons deux don't care qui s'enchaînent, on pourrait très bien avoir un changement de la valeur de sortie non désiré. Nous pouvons ensuite continuer à remplir la valeur des sorties des autres transitions afin de compléter la K-map de la variable z. Une fois qu'on a déterminé la fonction, l'équation de notre variable z, le système a été synthétisé et nous pouvons, de manière générale, nous arrêter là. Cependant, il peut aussi être intéressant de voir à quoi ressemblerait le circuit logique réel qui implémenterait cette fonction logique. Nous allons essayer de le construire ensemble maintenant pour voir à quoi ça ressemble. Tout ce que j'ai préparé ici, c'est simplement recopier les trois fonctions y1, y2 et z, et ensuite préparer les différentes variables qui constituent les expressions de ces trois équations. Les petites portes ici verticales, le petit triangle avec le petit rond, indiquent simplement une porte note, un inverseur, permettant ainsi d'indiquer, par exemple ici B', ou sur cette deuxième ligne-là, Y1'. Prenons par exemple notre premier terme de Y1, qui sera représenté par une porte AND, se connectant à la variable A, ainsi que à la variable Y1. Alors, pour nous simplifier la vie, nous allons partir du principe que la porte logique AND à 3 entrées est équivalente à la mise en série de plusieurs portes AND de la façon suivante. De la même façon, nous allons le faire aussi avec N entrées sur une porte OR qui sera équivalente à la mise en série de plusieurs portes OR afin d'alléger un petit peu le schéma auquel nous allons arriver. Ainsi, par exemple, notre terme suivant AB', Y2' aura pour représentation sous la forme d'une porte logique une porte AND à 3 entrées. L'une sera notre variable A, l'autre la variable B', et le troisième, Y2'. On peut continuer ainsi pour, par exemple, commencer par entièrement déterminer notre fonction de grand Y1. Une fois que c'est fait,
on peut directement voir comment sont interconnectés grand Y1 se trouvant à la sortie du montage, c'est-à-dire bien un état futur qui va dépendre du présent, c'est-à-dire nos variables en entrée, ainsi que l'état actuel dans lequel nous nous trouvons. Le lien entre l'état futur et l'état présent est simplement une relation de rétroaction qui connecte notre Y1, le grand Y1, avec le petit y1 à l'entrée du système. Il faut simplement bien faire la distinction entre le signal se trouvant à la sortie du montage de celui qui se trouve à l'entrée. On peut ensuite faire exactement la même chose pour notre fonction y2, c'est-à-dire la deuxième variable caractérisant nos états futurs de la table de Hoffman. Et de la même façon, on a pu connecter la sortie de y2 avec le petit y2 se trouvant à l'état présent à l'entrée du système. Il ne reste à présent plus que la variable z qu'on doit déterminer qui dépendra de nos états y1 et y2, eux-mêmes dépendant des variables à l'entrée du système. Une fois que c'est fait, eh bien on a terminé, on a entièrement réussi à synthétiser notre machine d'état de départ, la transformer en une table de Huffman, à coder cette table de Huffman, à en extraire les différentes K-maps pour à la fois les variables des états futurs, mais aussi pour la variable de sortie, et ensuite tracer le logigramme, le circuit logique, l'implémentation de ces fonctions logiques qui représentent le fonctionnement de la machine d'état.